Alors, bonjour à toutes et toutes. Je suis ravie de vous accueillir à la bibliothèque et que vous soyez venus aussi nombreux. C'est toujours avec un peu d'émotion que, que j'accueille Benoît Heilbronn. On n'en est pas à notre première table ronde. Voilà. Donc, Benoît qui est professeur de marketing à l'école. Et je vous présente aussi Théoxane Babo, qui est en master spécialisé marketing et communication et qui a accepté d'être la modératrice de la table ronde. Ce dont on la remercie vivement. Ce dont on la remercie vivement. Merci Benoît. C'est un plaisir. Alors, le sujet de cette table ronde est donc autour du livre qu'a co-dirigé, dont Benoît Heilbronn est le directeur de publication et qui est paru en 2023 et qui donc s'appelle « La psychologie de la manipulation ». Voilà. Donc, dans cet ouvrage, les auteurs sont amenés à répondre à des questions comme où commence la manipulation, comment la déjouer et est-elle forcément immorale? Donc voilà. Je regarde un peu mon papier. Voilà. Maintenant, Benoît, j'aimerais te présenter. Merci. Voilà. Donc Benoît est un fidèle ami des bibliothèques du campus Paris. Il est professeur donc, de marketing à l'ESCP. Tu es aussi directeur scientifique du master spécialisé marketing et communication, ce qui va un peu de soi. Voilà. Et plus récemment, si je suis bien renseignée, tu es devenu le doyen associé au MBA Full-Time. Voilà. Donc, tes domaines d'enseignement sont le branding. Le branding, oui, le design management et le comportement du consommateur. Alors, pour revenir sur ton parcours, eh bien, rapidement. Rapide? Non, mais quand même. Donc, tu as commencé par décrocher un diplôme à HEC. Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Bon. Et puis ensuite, donc, tu as fait un doctorat. Et tu as... C'est pas exactement ça. C'est que comme j'estimais qu'on n'apprenait pas grand-chose à HEC, j'étais étudier la philo à la Sorbonne. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, mais il y a aussi la sémiotique, non? Ça, c'est venu après. Ah, ça, c'est venu après. Voilà, c'est parce que je ne me retrouvais pas dans les enseignements à HEC que j'ai voulu aller voir ailleurs. Allez voir ailleurs, d'accord. D'accord. Bon, là, Alors là, je lis mon papier parce que, tu vas me corriger, tu mènes des recherches sur les aspects idéologiques de la société de consommation et des marques. Aussi déjà quelque chose sur la manipulation. Moi, j'avais noté, ainsi qu'aux différentes dimensions de la manipulation au sein de notre culture matérielle. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je n'ai rien à ajouter. Simplement, je pense que c'est un bon point de départ de la discussion. C'est qu'on pourrait s'étonner quelqu'un qui enseigne le marketing s'intéresse à la manipulation. Et c'est vrai que quand le livre est sorti, mes collègues, certains avaient les yeux écarquillés en me disant « mais je ne comprends pas, tu t'intéresses à la manipulation ?» Et j'aurais dit « mais pour toi, c'est quoi le marketing si ce n'est pas de la manipulation ?» Donc il faut partir de ça. Donc peut-être que c'était une question que vous aviez sur les origines de la manipulation, je ne sais pas. Oui, Comment vous voulez qu'on commence? Bon. Ah là 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 là. Alors, je voulais quand même dire encore un mot sur tes livres, Oui. parce qu'avec la tyrannie du bien-être et peut-on consommer mieux, tu as fait une table ronde à la bibliothèque en 2022 précisément. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc tous les 3 ans, c'est une petite table ronde. Merci. D'accord. Ça met des échéances. Bon. Et tous les 3 ans, tu écris de nouveaux ouvrages. Non, c'est un par an. C'est un par an. Bon, il y a de quoi faire. Voilà. Je vais laisser la parole à Théoxane, que je remercie encore d'avoir bien voulu animer la table ronde. Et puis, je vous laisse vous présenter et lancer la discussion.
Du coup, je m'appelle Théoxane, j'ai 23 ans, je suis élève au Master Marketing Communication, je suis déléguée de promo et j'ai accepté d'animer cette table ronde parce que aujourd'hui, la manipulation, on a tendance à lui donner une connotation assez négative, toujours. Quand on entend manipulation, c'est jamais, on pense jamais vraiment de bien, donc c'est pour ça que je voulais en discuter un petit peu plus en profondeur avec Benoît Heilbrun et vous-même, et voilà, autour d'un échange constructif. Voilà. Très bien, merci Théoxane. Donc on attaque. Allez, on attaque. Alors, déjà, je voulais commencer. Pourquoi la manipulation ? Pourquoi ce sujet précisément ? Alors justement, donc, ça me permet de rebondir sur les liens peut-être entre marketing et manipulation. Parce que le marketing, en fait, c'est une manipulation des marchés. C'est mon point de départ. Pourquoi manipulation des marchés ? Parce que, en fait, le marketing, donc, c'est une discipline qui s'intéresse au fonctionnement des marchés. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut créer des marchés et comment est-ce qu'on peut enrichir ces marchés pour créer de la valeur économique, puisque le marketing dérive de l'économie. Donc, on est bien dans une problématique de création de valeur ajoutée, de création de richesse. Donc, ça, c'est mon point de départ. Et après, le fonctionnement du marketing s'appuie sur ce que le sociologue Franck Cauchois, qui a fait sa thèse justement sur l'histoire du marketing, j'ai vérifié, son livre est à la bibliothèque, ce qui est un livre précieux parce qu'il est épuisé, et dans lequel il explique en fait que le marketing, c'est un jeu de la main chaude, c'est-à-dire c'est l'acteur qui mettra la main sur le consommateur final. Donc, en fait, le jeu du marketing, c'est de mettre la main sur le client final. Et c'est pour ça que les entreprises ont notamment créé des marques, parce que la marque, c'est justement un dispositif qui permet de mettre la main sur le client final, donc on appelle le consommateur, en court-circuitant le distributeur. Parce que derrière la question du marché, il y a évidemment la question de la répartition de la marge entre les fabricants et les distributeurs. Et donc, c'est à celui qui sera capable de convaincre et de persuader le consommateur d'acheter ses produits et de récupérer le plus de marge. On est d'accord, c'est ça le jeu du marché. Bon. Et donc, c'est bien un jeu de main. Alors, jeu de vilain, je ne sais pas, mais le marketing, c'est bien un jeu de main. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le marketing va se développer au 19e siècle. Et la manipulation, tiens, je vais vous poser une question. La manipulation, cette notion a-t-elle toujours existé, à votre avis? C'était peut-être une question, ça. Bon, je ne sais pas. Alors, est-ce que la manipulation a toujours existé? Est-ce qu'on a toujours parlé de manipulation? Eh bien, non. C'est-à-dire que c'est un mot qui apparaît au XVIIIe siècle, ça c'est très important, dans le contexte de développement des sciences expérimentales, et donc qui est lié à la chimie et donc à la paillasse. Et la manipulation au sens premier, c'est le fait de déplacer un objet sur une paillasse. Et alors ce qui est intéressant, c'est que assez vite le terme a pris une signification métaphorique, donc manipuler quelqu'un. Et déjà au XVIIIe siècle, on se posait la question de savoir, est-ce que, quand il n'y avait pas le terme manipulation, est-ce que les gens manipulaient quand même? Parce que vous savez qu'il y a au XXe siècle donc, un courant qu'on appelait le tournant linguistique, qui est fondé sur l'hypothèse que toute notre expérience du monde passe par le langage. Autrement dit, ce que je ne suis pas capable de verbaliser, je ne peux pas l'expérimenter. Donc d'où l'importance du vocabulaire, notamment dans ce qu'on appelle le marketing sensoriel, c'est-à-dire donner aux individus des moyens de sémantiser leur expérience, par exemple olfactive ou tactile. Bon. Et donc, en fait, donc ce prisme du langage signifierait que si on n'avait pas le mot avant le XVIIIe siècle, c'est qu'on ne manipulait pas. Et en fait, effectivement, on s'est aperçu que oui, on manipulait, sauf que ça ne s'appelait pas la manipulation. Que dans l'Odyssée, on va voir des logiques de manipulation d'Ulysse, mais ça s'appelle la ruse. Donc la manipulation, c'est finalement le mot, c'est le terme qui a remplacé le terme de ruse, d'ailleurs qu'on n'emploie pratiquement plus.
Donc quand on dit Ulysse a plus d'un tour dans son sac, ça veut dire que c'est un grand manipulateur. Et qu'on s'entende bien sur une chose, je ne porte pas de jugement moral sur la manipulation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter de considérer que la manipulation c'est mal ou c'est bien. C'est pas la question. On ne peut pas vivre en dehors de la manipulation parce qu'on vit dans un espace social. Donc on est régi par des systèmes de pression, des systèmes d'influence. Et donc la manipulation fait partie de la vie sociale, hein, de la même façon que tout à l'heure, si on a le temps d'aller jusque-là, je vous expliquerai pourquoi la propagande, qui est une forme de manipulation, fait partie de la vie démocratique. On ne peut pas s'abstraire de la propagande, on ne peut pas s'abstraire de la manipulation. Donc la manipulation, on va la trouver dans la vie quotidienne, sous la forme d'une pression que l'on va exercer sur des pairs, par exemple le chantage. Ça, c'est de la manipulation. C'est une pression affective qui va vous obliger à faire un acte que vous n'aviez pas forcément envie de faire. La manipulation, ça peut être une duperie, c'est-à-dire une façon de présenter la réalité de façon tronquée, de façon trompeuse, mais le sens le plus général de la manipulation, en fait, c'est l'idée que vous allez amener quelqu'un à faire quelque chose, cette personne ayant l'impression qu'elle a décidé elle-même de faire cette chose, alors que c'est l'influenceur qui a décidé. Donc, c'est une façon de contourner le libre arbitre de la personne. Et donc, ça veut dire que pourquoi la manipulation nous fascine? Parce qu'elle est liée à la question de la liberté. Elle est liée à la question de la liberté. Et pour moi, il y a un paradoxe, c'est que la liberté n'est plus une valeur à la mode, en fait. On en parle de moins en moins. Certains champs de notre liberté sont rognés jour après jour. On ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, on voit aussi que la démocratie est une notion qui est extrêmement fragile, qui aujourd'hui est largement minoritaire dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'espace démocratique dans le monde qu'aujourd'hui. Donc il faut se battre pour la démocratie. La démocratie, c'est quand même la liberté de penser et d'agir. Et donc paradoxalement, on s'intéresse beaucoup moins à la liberté. C'est même plus un sujet, j'ai envie de dire. Alors qu'on se fascine pour... on s'intéresse beaucoup à la question de la manipulation et la question du consentement. Il suffit d'aller dans une librairie pour voir les sujets qui intéressent les gens. C'est-à-dire que les rayons philo ont disparu, remplacés par des rayons développement personnel. Et en gros, de quoi on nous parle aujourd'hui, c'est le consentement, c'est la manipulation. Il y a énormément d'ouvrages sur le sujet. Et donc le paradoxe, c'est que qu'est-ce qu'on recherche en dénonçant la manipulation? Parce que ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le consentement, qui est le fait qu'on accepte dans le monde notamment professionnel un certain nombre de contraintes et de pratiques que l'on n'a rationnellement aucune raison d'accepter. Et ça, c'est un vrai problème. Et comme les médias focalisent sur certains types de consentement, notamment dans la relation homme-femme, qui est évidemment un vrai problème, ça je ne le nie pas, mais du coup, on regarde moins des formes de consentement qui renvoient à ce que Étienne de la Boétie, le meilleur ami de Montaigne, qui a écrit le traité de la servitude volontaire quand il avait 18 ans, donc là on est au XVIe siècle, qui pour moi reste le meilleur livre sur la manipulation, montre que l'être humain n'a pas besoin d'un tyran pour finalement accepter de faire des choses qui paraissent inacceptables, et que pour tout un tas de raisons qu'on peut explorer si ça vous intéresse, on va consentir à abdiquer notre liberté. Donc en fait, cette question de l'abdication, elle est déjà présente à la Renaissance. Et alors, pour boucler la boucle, là on est à l'ESCP. L'ESCP, pour moi, c'est un bastion de résistance humaniste aujourd'hui, dans un monde qui se tourne vers le business et plus vers le commerce. Nous, on reste une école de commerce. Pour moi, l'ESCP, c'est l'université italienne de la Renaissance. On s'ouvre au monde, on a de la curiosité, et donc on est dans les principes de l'humanisme, c'est-à-dire de la tolérance.
Et c'est pour ça que c'est un prof de l'ESCP qui s'intéresse effectivement à ces questions. C'est pas étonnant. C'est-à-dire que pour moi, il y a une énorme cohérence. Et moi, c'est pourquoi j'ai choisi de travailler à l'ESCP, parce que je me retrouve dans les valeurs initiales de l'ESCP et les valeurs que l'ESCP défend aujourd'hui. Donc c'est cohérent pour moi, tout ça. Très bien, merci beaucoup. J'avais aussi une question assez générale. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on est beaucoup plus manipulable qu'il y a par exemple 50 ou 100 ans, par exemple ? C'est-à-dire que les formes de la manipulation sont peut-être un tout petit peu différentes, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une explosion de notre exposition aux médias de différentes sortes, ça pousse quand même à un plus fort potentiel manipulateur dans la vie démocratique. Oui, tout à fait. Donc j'aurais plutôt tendance à dire oui, mais sauf qu'on n'a pas de mesure. Donc ce ne sont pas les mêmes acteurs qui nous manipulent, mais oui, je pense que la société marchande, la société du spectacle, la société des écrans renforce la manipulation. Oui, je le pense. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux sont surtout un vecteur d'influence, de manipulation qui est assez développé aujourd'hui, en fait. Les médias, oui, en général. Appelons ça les médias. Appelons ça les médias. Bon. Alors, peut-être une parenthèse historique, parce que il faut bien comprendre que cette question de la manipulation, elle a commencé à tarauder, en fait, les sociologues dès le 19e siècle. Ce n'est pas une question nouvelle, parce qu'au 19e siècle, il y a une notion qui va apparaître en sociologie, c'est la notion de foule. Et les sociologues de l'époque vont se méfier de la foule. Pourquoi ? Parce que la foule, elle est incontrôlable. Et donc, des sociologues comme par exemple Gabriel Tarde ou Gustave Le Bon, qui sont à peu près contemporains, vont élaborer des théories de la foule. Alors, il y a aujourd'hui une discipline qui s'appelle la fouloscopie. On essaie de comprendre le fonctionnement des foules. Ça plaît beaucoup aux médias. Et donc, on se méfie de la foule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'avènement du système consumériste, on va voir apparaître, on va voir la notion de foule se déplacer vers la notion de masse. C'est pour ça qu'on va parler de consommation de masse. Bon. Et en fait, ce qui est très important, c'est que toutes les réflexions qu'on peut faire sur la manipulation, elles ont deux sources principales. Donc la première, c'est La Boétie, traité de la servitude volontaire. Il faut absolument lire ce livre. Vraiment, il faut lire ce livre. Et quand vous lirez ce livre, vous penserez que voilà, cet homme avait 18 ans quand il a écrit ça. 18 ans, vous voyez le niveau de maturité. Et l'autre source, c'est tous les travaux qui ont été faits aux États-Unis dans les années 20 et autour de ce qu'on va appeler plus tard la culture de masse, c'est-à-dire sur la question de l'influence dans une société marchande démocratique. Bon, et là, il y a deux personnages très importants. Je me permets d'en parler parce que c'est vraiment très, très important. Le premier s'appelle Edward Bernays. Donc, c'est le neveu de Freud. Donc, c'est un Autrichien qui va partir avec ses parents en 1908 aux États-Unis et qui va comprendre, c'est le premier à avoir compris l'impact possible des théories de son oncle, donc Sigmund Freud, pour comprendre la psychologie des individus qui consomment. Or, lui, il va faire du conseil, il va inventer la notion de public relations, et il va écrire un livre qui s'appelle Propaganda, donc qui sort en 1928. C'est le manuel de la propagande, et donc qui est sous-titré « Comment manipuler l'opinion publique en démocratie ». Tout est dedans. Ça a 100 ans. Exactement 100 ans. Enfin, 97 ans. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Rien. Bon. Et Edward Bernays a compris quelque chose de très, très important. C'est ce qu'il a appelé le gouvernement invisible.
et qui répond à la question justement de pourquoi on est plus manipulé aujourd'hui qu'avant, c'est que l'idée est la suivante. Dans une société démocratique, il y a tellement d'informations qui circulent que l'honnête homme n'a pas accès à toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la vie sociale et politique, et donc pour prendre les bonnes décisions, dans une démocratie qui, a priori, serait une démocratie délibérative et pas simplement participative. Bon. Et donc, l'idée de Bernays, c'est que, en fait, il y a un gouvernement invisible qui fonctionne. Alors, il est invisible, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte d'entrée, mais ce sont des gens qui sont capables, par leur position symbolique, d'orienter l'opinion publique. Donc on va retrouver les profs, les journalistes, les consultants, les publicitaires, aujourd'hui les fashion designers, qui sont des gens qui vont orienter, en fait, d'une part, les sujets de conversation, de quoi on va parler. Donc ils vont finalement contribuer à façonner notre perception du réel, parce que c'est ça la question. C'est que la notion du réel n'est pas la même aujourd'hui que dans les années 1910. On est bien d'accord. Le postmoderne est passé par là. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais ça, c'est très, très important. Parce que la manipulation, ça veut dire je manipule la perception de la réalité. Pas du réel, mais de la réalité. On est d'accord. La réalité, en fait, n'est pas quelque chose d'objectif aujourd'hui. C'est quelque chose qui est façonné culturellement, politiquement. Et donc, c'est ça dont on parle quand on parle de manipulation. C'est pas orienter une décision d'achat, ça c'est final touch. Mais en amont, il y a tout un système qui va construire notre représentation du monde. Et en fait, cette représentation du monde, elle est structurée par ce qu'il appelle le gouvernement invisible. Et en gros, c'est ceux qui ont le pouvoir. Et l'autre notion qui va être développée par Walter Lippmann, qui est un grand ami d'Edward Bernays, on est toujours à la fin des années 20, c'est la notion de public fantôme. Le public n'agit pas. Le public n'agit pas. Hein. Donc, en fait, il va déléguer son pouvoir d'action à d'autres. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est justement ce qui fait la force des grandes écoles. C'est que quand on est dans une grande école, on rentre dans le gouvernement invisible. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qui a de l'influence. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'influence. Hein. Si vous êtes un YouTuber, comme je ne sais pas comment il s'appelle, Steezy ou Stevie, et que vous avez Squeezie, 20 millions d'abonnés, ok, vous êtes un influenceur. Mais d'ailleurs, la théorie de l'influence, elle est déjà théorisée dans les années 20, sauf qu'on n'appelle pas ça l'influence, on appelle ça la prescription. Donc en fait, j'ai besoin que des individus s'interpose entre moi et le monde pour m'aider à comprendre le monde. Et vous comprenez qu'à partir de là, ce groupe d'individus qu'on appelle le gouvernement invisible, ils vont façonner notre représentation de la réalité. À un moment historique, qui est un moment qui va questionner l'objectivité de la réalité. Parce qu'on est d'accord que ce qui a changé depuis le XVIIe siècle, voire le XIXe, c'est qu'à l'époque, on est absolument convaincu qu'on peut représenter objectivement la réalité parce qu'on va s'appuyer sur les sciences naturelles, donc sur la description. Donc vous demandez à Descartes, à Pascal ou même à Leibniz, l'objectif de la science, c'est de proposer une représentation mimétique de la réalité et de pouvoir mettre en œuvre des relations causales pour pouvoir expliquer des phénomènes. Mais il y a quelque chose qui se passe évidemment encore une fois dans les années 20, parce que c'est là que tout se passe, c'est que dans l'entre-deux-guerres, le traumatisme est tel qu'on va remettre en cause notre perception de la réalité. Et ça, vous allez le trouver dans la physique avec la relativité, qui porte bien son nom, c'est-à-dire que tout devient relatif dans la perception. Les relations entre le temps, l'espace, l'énergie sont plus celles qu'on pensait auparavant, évidemment. Vous allez trouver le surréalisme, la psychanalyse, la grande blessure de Freud, l'homme n'est plus maître en sa propre demeure. Bon, ça veut dire que finalement, j'avais l'illusion d'agir sur le monde, mais en fait, je suis agi par des pulsions inconscientes. Bon, donc tous ces phénomènes qui se mettent en place, évidemment, l'explosion de la peinture abstraite, comme si on n'était plus capable de représenter la réalité, c'est ça que ça veut dire.
Kandinsky, c'est pas simplement quelqu'un qui va dire je fais des figures, je vais vers l'abstraction. Derrière, il y a toute une réflexion sur le rapport à la réalité. Et donc, ça veut dire que notre rapport à la réalité a complètement changé. La réalité devient relative. Et donc, il est beaucoup plus manipulable par ce gouvernement invisible. Alors ça, c'est le problème. Mais par contre, je tiens à vous prévenir, je n'ai pas la solution. N'attendez pas de moi la solution, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas pourquoi? Parce que, comme je vais l'expliquer par la suite, on ne peut pas sortir d'une logique manipulatoire. Et que même en démocratie, il y a de la propagande. Parce qu'avant, on se rassurait en disant ah oui, mais ça, c'est les sociétés totalitaires, mais nous, on n'est pas comme ça. Bah si, justement, la propagande nourrit la démocratie. Ça, c'est la grande idée d'un immense penseur qui s'appelait Jacques Ellul, professeur à Bordeaux, qui a beaucoup de disciples, d'ailleurs, dans le corps professoral de l'ESCP, notamment Aurélien Inquiet, que je salue au passage, qui a montré dans un livre qui s'appelle Propagande, en 1962, que la propagande nourrit la démocratie. Et que non seulement la propagande nourrit la démocratie, mais, j'ai fait une vidéo Xerfi là-dessus, le fait de lire et de se cultiver ne nous immunise absolument pas contre la propagande. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans des biais de confirmation, notamment. En considérant que telle personne, c'est un intellectuel, il a une cravate, il a un doctorat, si vous voyez tout ce que je veux dire, donc forcément ce qu'il dit, c'est vrai. Ben non, c'est pas parce que quelqu'un a un doctorat qui fait de la physique quantique et qu'il est à Princeton que ce qu'il dit est vrai. Il dit d'un certain point de vue. D'accord? Donc c'est pour ça que la notion de véracité a remplacé la question de la vérité. Et c'est pour ça qu'on en arrive évidemment à la question des fake news, des fake truths et de la post-vérité. Oui, nous sommes à l'époque de la post-vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité se négocie. Et la vérité, elle est fragile, comme l'est notre perception de la réalité, parce que les deux sont liés, me semble-t-il. Et la machine à construire de la véracité s'appelle en gros de la publicité. Voilà. Pour faire simple. Et quand moi j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans le design, etc., et ben, c'est là que vous avez un laboratoire de manipulation des croyances. Parce que vous allez orienter la perception dans une certaine direction, en créant des mots comme, par exemple, les alicaments. Voilà, Actimel, d'accord, alors c'est l'aliment médicament, voilà, j'y crois pas. Le yaourt cosmétique, j'y crois pas. Bon, etc., etc. Et le marketing, c'est la fabrication de la croyance. Donc la question, c'est dans quel sens j'ai envie d'orienter la croyance, donc dans quel sens j'ai envie d'orienter la société. Et donc, c'est pour ça que quand on fait du marketing, on est obligé de se poser des questions sur l'éthique, pas sur la morale, hein, sur l'éthique. Hein, je pourrais expliquer la différence si vous voulez plus tard. Et sur le monde désirable que l'on a envie de créer à travers des représentations. C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'abstraire de la pensée critique. La pensée critique, ça ne consiste pas à taper sur tout, hein. Ça consiste tout simplement à prendre la bonne distance par rapport à des discours, à des mots. Revenir au sens des mots, c'est très important. Le dictionnaire, le premier outil de l'étudiant et du prof. De quoi parle-t-on quand on parle de tel terme? Ça, c'est fondamental. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est l'avènement des termes gélatineux, c'est-à-dire des mots qu'on utilise toute la journée qui en fait ne veulent rien dire. Typiquement, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Je ne dis pas que derrière ça, il n'y a pas des problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes de salaire, de prix, bien sûr. Mais sauf que la notion de pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Parce que vous accolez deux termes qui sont contradictoires. Bon, c'est un oxymore en littérature, mais là, on n'est pas en littérature. Donc ça veut dire que c'est une façon d'empêcher toute forme de réflexion critique et surtout d'action politique collective. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la question du langage. Le langage est la chose principale si on veut penser la manipulation. Parce que la manipulation, elle passe d'abord par le langage.
Quand on fait l'introduction au marketing, pour prendre un exemple, hein, c'est la différence entre acheter un jus de fruits et acheter un smoothie. Pour vous, c'est pas pareil. Ça sort de la même usine, c'est les mêmes produits, d'accord? C'est des fruits et du sucre, mais sauf qu'il y en a un qui vaut beaucoup plus cher que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un imaginaire. Et quand vous avez un acteur comme Innocent qui vient de nulle part et qui vous dit « moi je suis l'innocence », sous-entendu l'autre c'est le coupable, bah, vous voyez bien qu'il vous emmène dans un discours. Et qu'on ne parle pas de produit. On parle de morale. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà une forme de manipulation, c'est-à-dire que c'est une manœuvre dilatoire qui va faire voir un certain endroit pour ne pas montrer un autre endroit. Voilà. Et ben, si vous développez ça et multipliez cet effet, ça s'appelle le washing. Le washing, ça veut dire que je vais t'endormir avec des mots, alors que ce qui compte, c'est pas ce que je raconte, c'est ce que je fais quand je suis une entreprise. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'on revient toujours au langage. Toujours. Je m'arrête. C'est génial, en fait, vous me menez dire... Pardon. Le gouvernement invisible autorise les questions. Ouais. Merci. C'est passionnant ce que vous dites, mais vous parlez des adultes en fait. Mais en fait, finalement, quel est le rôle de l'éducation par rapport à la manipulation? Parce que finalement, on manipule les enfants depuis leur plus jeune âge. Oui, bien sûr. Même quand on est parent, finalement. Ben oui, c'est pour ça que même un grand penseur comme Ivan Illich, qui a fondé le Convivialiste, qui a été l'un des penseurs de l'écologie, qui était très proche de Jacques Ellul, hein, donc on est dans les années 60, qui a créé justement une communauté au Mexique, etc., a fait un livre contre l'école. C'est-à-dire que oui, l'école n'est pas la solution à tout, mais sauf qu'il y a un moment, il faut quand même essayer de trouver des solutions. Et pour moi, ce qui est incontournable, c'est l'éducation. Et l'éducation qui passe pas uniquement par l'école, mais oui, vous avez bien compris ça, c'est que vos enfants, ils sont malléables. Donc vous allez les emmener dans une certaine direction d'attitude et de comportement. Donc oui, c'est de la propagande, mais pour moi, il n'y a pas de morale associée à la propagande. Oui, vous les emmenez dans une direction qui vous semble souhaitable. Un enfant, quand il essaye de penser par lui-même face à un professeur, il est taxé d'impertinent, de... Ah bah pas ici, en tout cas. Hein. Ici, non, je parle d'un enfant. Un enfant, les petits. Sauf que en fait, si on élargit la notion d'enfant en considérant que le capitalisme, c'est aussi une machine à infantiliser, bon, parce qu'il y a aussi quand est-ce qu'on arrête d'être un enfant? C'est ça, c'est une vraie question. Par exemple, tiens, la notion d'adolescence. J'ai travaillé beaucoup sur l'adolescence. C'est une totale construction de la modernité. Ça apparaît à un moment de l'histoire, mais vous comprenez qu'au Moyen-Âge, la notion d'adolescence, ça ne voulait rien dire. On était enfant, et puis à partir du moment où on pouvait être une force productive et aller travailler au champ, on devenait un adulte. Il n'y avait pas de ce sas de transition. Donc, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais le professeur, ce n'est pas un émetteur de vérité. Le professeur, son rôle, c'est d'aider les participants à se poser des questions, que lui estime les bonnes questions. Mais c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour donner les réponses. Personne n'a les réponses. On est là pour que les participants se disent, voilà, là, il y a une question, je vais ronger la question, comme on ronge un os. Et donc après, attention, on va leur dire, bon, si vous voulez aller regarder dans cette direction, eh ben, vous pouvez lire Hannah Arendt, Max Weber, etc. Nous, on va donner, pas des guidelines, mais on va donner des orientations, mais par rapport à des penseurs qui sont acceptés aussi par l'institution. Moi, je sais qu'il y a des penseurs dont je ne peux pas parler dans une salle de classe, parce que soit ils sont considérés comme trop sulfureux. Je prends par exemple un auteur comme Georges Bataille, hein, qui a écrit un livre sur la part maudite, qui est incontournable si on veut travailler sur le luxe, hein, parce qu'il explique ce que c'est que le luxe de façon anthropologique dans ce livre. Ou alors, plus récemment, David Graeber, l'anthropologue qui nous a quittés il y a quelques années, qui a théorisé la notion de bullshit jobs. Ça, c'est une notion que l'on ne peut pas aborder dans le monde du business. C'est impossible.
Il y a une résistance, je vois bien, hein, c'est-à-dire que les étudiants font comme si ça n'existait pas. Tous. Bon, moi, j'insiste pas, hein, je suis pour la liberté, l'autonomie. Donc, si ça bloque, je pousse pas, moi. Je propose, je n'impose jamais. Bon, ça, c'est mon approche. Bon, je peux en témoigner, non? Oui. Elle est presque d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le monde du business, on est déjà dans des ornières en termes idéologiques, parce qu'on va considérer que certains auteurs sont canoniques, donc c'est en gros la Bible du management, du marketing, etc. Mais de toute façon, il faut bien poser des fondations. On ne peut pas partir de rien. Il faut bien s'orienter dans la pensée, comme dirait l'autre. Donc ça veut dire que pour s'orienter, il faut mettre des pierres, mais c'est comme le petit pousset, quoi. C'est-à-dire vous allez laisser des cailloux, et puis quand vous essayez de construire quelque chose avec des cailloux, ça peut s'appeler un cours, ou un livre, ou une œuvre, quelque chose comme ça, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On est avec des cailloux, en fait, à la base. Et les cailloux, c'est la façon, comment on les oriente, comment on les met les uns avec les autres, etc. C'est une architecture de pensée qui est une architecture de vie. Pour moi, c'est ça l'enseignement. Et donc, l'enseignement, elle passe par la réflexion et aussi par l'écriture. C'est compliqué, tout ça. Hein. Oui. Comment est-ce que je vais formuler ça? Revenons au langage. Quand vous dites qu'on ne parle plus de liberté, alors moi, j'ai l'impression que je suis inondée de liberty, freedom. Oui. Il y a des nuances là, mais j'ai l'impression qu'on redéfinit ces termes comme on le souhaite. Comme liberty, freedom of expression, etc. Mais c'est justement, je pense, le propre de l'époque contemporaine, c'est de donner finalement la capacité à chacun de construire et de projeter du sens. Pour moi, ça, c'est les conséquences de l'idéologie New Age, qui en gros va vous dire qu'il n'y a pas une idéologie qui vaut mieux qu'une autre, et que donc finalement, le sens, en fait, c'est toi qui vas le construire. Il n'est pas donné d'avance, bon, ça d'accord, et que tu vas pouvoir faire du bricolage théorique pour te construire en fait un petit système portatif de croyances, donc ce qui mène au sectarisme évidemment, parce que c'est la différence entre une secte et une religion. Hein. Le sectarisme, c'est du bricolage idéologique. La religion, c'est un ensemble de pensées qui sont structurées, sédimentées au cours de l'histoire, donc on n'est pas dans la même perspective temporelle, mais moi, j'observe, parce que je m'intéresse beaucoup à ce que racontent les marques, depuis quand même 30 ans, et que la liberté est devenue un poncif de l'économie des marques. Et c'est-à-dire que ce qui était une valeur vraiment discriminante chez Chanel, en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empowerment, c'est-à-dire l'idée que la femme doit se libérer de l'emprise du masculin, etc. Dans les années 20, c'était extrêmement audacieux. Mais aujourd'hui, ça devient banal. Et donc, ça affadit finalement la question de la liberté. Parce que, en fait, pratiquement toutes les marques nous parlent de liberté. Donc, plus aucune n'en parle. Bon. Mais oui, mais ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça fait partie de l'idéologie dominante. Et donc, quand on est dans l'idéologie dominante, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit plus. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, on va nourrir l'avancée par les marges, pas par le centre. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut toujours questionner les marges et savoir quelles sont les marges qui vont être mises au centre par le capitalisme. Parce que je vous rappelle que le capitalisme, c'est un formidable dispositif à mettre les marges au centre, et donc toute forme de critique et de contestation, de les mettre au centre pour se renforcer. Donc, tout ce qui était contre-culturel dans les années 70, par exemple les punks, ou les punks de la nourrice, etc., ou la coolitude, c'est devenu mainstream. Et donc, le capitalisme avance comme ça, en incorporant tous les éléments de résistance. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est un vrai sujet, parce que du coup, ça veut dire que ça affecte notre relation à la rhétorique et au principe de non-contradiction. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? Parce que non seulement les mots s'affadissent, mais surtout parce que
c'est le déploiement à outrance de la pensée paradoxale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a intégré la juxtaposition des contraires. On peut dire une chose et son contraire. Donc c'est l'abolissement du principe de non-contradiction qui, comme vous le savez, est à la base de la rhétorique déjà chez Aristote. En disant, je ne peux pas construire un discours s'il n'y a pas le principe de non-contradiction. Je ne peux pas dire dans une même phrase A et non A. Bah si, le pouvoir d'achat, c'est un bon exemple. Et non seulement je peux le dire, mais je peux le répéter. Et plus je le répète, plus les gens l'engramment. C'est ça aussi la manipulation. C'est que le degré d'exposition à du non-sens le légitime. Complexe. On va peut-être repasser la parole à Théoxane. Théoxane. Non, pas du tout, pas du tout. Vous m'amenez sur une question. Bon, je vais parler comme ça parce que... du coup, c'est bien parce que vous m'amenez directement sur ma question suivante. Selon vous, dans quel cas, en fait, la manipulation est-elle acceptable aujourd'hui, en fait ? C'est une vraie question parce que de toute façon, on est obligé de l'accepter parce que ça fait partie. Après, je pense que c'est le degré de contrainte que l'être humain est capable d'accepter. Et donc, ça veut dire que c'est très, très difficile de définir, je pense, les contours de l'acceptabilité de la manipulation. Évidemment, on ne parle pas de contraintes physiques. Hein. Je sors ça du champ. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais dans la façon d'influencer quelqu'un, parce que, en fait, le principe de la manipulation, c'est une influence non coercitive. Et donc, la discussion, elle porte sur, en fait, la définition de la non-coercition. À partir de quand j'estime qu'un acte de pensée est coercitif ? Déjà, le fait de le répéter avec des surexpositions médiatiques, pour moi, ça crée de la coercition. Auprès de populations qui n'ont pas forcément envie de réfléchir. Donc voilà, je ne peux pas aller tellement plus loin que ça parce que de manière générale, après, il faudrait prendre des cas particuliers. Mais oui, parce que c'est un mot qu'on n'avait pas encore utilisé, c'est la question de l'influence. Derrière ça, c'est l'influence. Et c'est vrai que pour moi, si vous voulez, il y a une notion qui est très, très problématique, c'est l'abus de pouvoir symbolique ou de position dominante. C'est-à-dire, c'est d'imposer à quelqu'un de faire ça parce que vous êtes préfet, prof, président de la République. Ça, c'est très, très problématique. Et c'est une faute très grave pour moi, ça. Toute forme d'abus de position symbolique. C'est un vrai problème. Dans toutes les institutions, dans les entreprises, c'est un vrai problème. Théoxane, on avait une question suivante. Plein de questions. Hein. Bon, j'en avais 6. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire qu'une sorte de manipulation bienveillante existe ? Alors, c'est une idée qui a beaucoup circulé quand l'économie comportementale, donc je pense notamment à Richard Thaler, a théorisé la notion du nudge. Donc le nudge, je vous rappelle, c'est l'État américain, enfin l'État, pas d'État américain, mais l'État qui se pose la question de savoir dans quelle mesure je peux orienter le comportement des citoyens dans un sens que j'estime, dans une direction qui n'est pas préjudiciable et en fait qui est dans leur propre intérêt. Donc par exemple, c'est tout ce qui... Donc le nudge, ça veut dire le petit coup d'épaule, c'est-à-dire je vais pousser quelqu'un, par exemple, à mettre son mégot dans la poubelle, sans coercition. Ou alors, je vais faire en sorte que quelqu'un prenne les escaliers plutôt que prenne l'ascenseur dans un shopping mall. Donc tout ça, c'est du nudge. Et donc, ça repose la question de la liberté et, dans une démocratie, du lien entre l'État et les citoyens. Est-ce que je peux orienter ou non l'action des citoyens ? Bon, les Américains ont tranché, c'est oui. Et nous, on n'est pas clair avec ça. Pourquoi on n'est pas clair avec ça ? Parce que les Américains ont construit
la notion de citoyenneté sur celle de consommation. C'est-à-dire que aux États-Unis, le citoyen, c'est le consommateur. Et c'est le bon consommateur, qui va notamment acheter des produits américains, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors que nous, on va séparer très soigneusement la question de la citoyenneté et la question de la consommation. Et du coup, la conséquence, c'est que la consommation n'est pas un sujet politique. Et je le regrette. Je ne dis pas qu'il faut assimiler citoyen et consommateur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a sorti la consommation du champ politique. Il n'y a pas de ministère de la consommation. Il y a un secrétariat d'État qui est adossé au ministère de l'économie. Et pourquoi la consommation renvoyerait plus à l'économie qu'au travail, aux loisirs, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Ah oui. Si la consommation, c'est simplement des circulations monétaires, on passe à côté du sujet, à mon avis. Enfin, ça, c'est pour une autre table ronde. Bon. Je vais passer. Vous voulez pas continuer avec des questions? Non, je vais passer là. Merci. Du coup, vous y arrivez. Ma question, c'est... Je ne sais pas où, mais j'arrive quelque part. Oui, mais je vois la chose venir par rapport à ma question. Oui. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde... Oui, c'est-à-dire politiquement. D'accord. Comment vous, en tout cas, vous décryptez les gouvernements qui sont visibles et comment, comment on fait, en fait? C'est-à-dire les gouvernements visibles, les vrais gouvernements... Mais c'est quoi un vrai gouvernement? Je parle de Trump, Macron... Oui. Comment Ils sont visibles médiatiquement, donc. Oui. Oui. Comment est-ce que... là, jusqu'à présent, on parle de manipulation. C'est aussi une manipulation qui peut s'appliquer à eux. Oui, bien sûr, oui. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la masse d'informations qui nous inondent sur ce sujet-là? Ouais. Alors, je comprends la question, mais simplement, il y a peut-être un petit point de désaccord, c'est que quand vous dites, en gros, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, comme si ça avait valeur d'événement de rupture, pour moi, on est dans la continuation d'un processus. Et je prends un exemple, c'est notre rapport à la science. Comment il a changé depuis 50 ans. Et en fait, comment... on parle beaucoup de Trump, etc. Mais pour moi, Trump n'est qu'un symptôme d'une évolution socio-historique. C'est les conséquences du postmoderne, mais dans le monde politique, c'est-à-dire la destruction de la notion de réel, en disant... parce que l'hypothèse du postmoderne, c'est la fiction dépasse la réalité. Donc ce qui compte, c'est ce que je raconte, ce sont les récits, et c'est le système de perception que je vais pouvoir faire accepter. Donc il n'y a plus de fondement ontologique, c'est-à-dire qu'on ne croit plus qu'il y a un fondement ontologique de la réalité. Donc c'est pour ça qu'on parle notamment d'une société liquide. C'est-à-dire que c'est une société qui est pas solide, que tout est dans le domaine de la liquéfaction, finalement. Les identités, les appartenances, etc. Et donc, c'est sûr que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont capables de raconter des histoires. Et c'est surtout qui sont capables de s'imposer médiatiquement, c'est-à-dire d'occuper l'écran. Et on voit bien que la stratégie, notamment de Trump et de Musk, c'est d'occuper le maximum d'écran possible, pour que finalement, ce qu'ils disent apparaisse comme incontestable. Parce que c'est la présence du discours, et c'est comme disait McLuhan, le message, en fait, c'est le média devient le message. Donc le fait d'apparaître sur des écrans toute la journée, etc., ça va créer un régime, finalement, de vérité. Et donc, on ne le discute plus. Et donc, on en revient à cette question de la science, c'est que justement, le point d'orgue de tout ça, c'est justement la confusion entre le fait et l'opinion. Donc déjà, pour se prémunir contre toute forme de propagande, faut distinguer ce qui est du domaine de l'opinion et ce qui est du domaine du fait. C'est-à-dire qu'on essaye d'objectiver au maximum. Le rapport, en fait, à la réalité. Monsieur Arthur? En fait, en Russie, oui. Poutine profite un peu de la faiblesse médiatique des habitants de l'Est pour diffuser n'importe quoi sur les médias.
Oui, en mais... racontant que l'Europe... Oui, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que Poutine, en fait, il est dans un système de propagande de nature pratiquement totalitaire. Alors, ce que j'appelle propagande totalitaire, c'est une propagande verticale. C'est-à-dire qu'en gros, j'impose un point de vue, alors que nous, dans les démocraties, on fonctionne plutôt sur des propagandes, ce qu'on appelle sociologiques, c'est-à-dire par contamination. Et donc, on a l'impression que finalement, on ne nous impose pas de penser de telle ou telle façon. Et donc, effectivement, on va s'appuyer sur l'ignorance ou le manque de réflexion critique pour asseoir une idéologie. Mais ça, c'est le propre des systèmes totalitaires. Hein, c'est ce qui a été théorisé déjà dans les années 20, ça s'appelle le viol des foules par la propagande. C'est le viol des foules. Donc, on revient à la question de la foule. Et la foule, c'est pas pareil qu'un peuple, hein. Et c'est pas pareil qu'une masse. Donc c'est pour ça que là encore, les termes ont leur importance. La foule est un terme qui est relativement péjoratif. Le peuple a une acception beaucoup plus positive. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont orientés dans un certain sens et qui ont quelque chose en commun. Pas la foule. La foule, c'est des atomes, et on ne sait pas vraiment comment ces atomes vont se reconfigurer. Un peuple, il y a une certaine noblesse dans le peuple, il me semble. On va repasser la parole à Toksan. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez un message à faire passer à l'audience, un conseil par rapport, bien sûr, on parle de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Voilà, est-ce que vous auriez des recommandations Moi, j'ai pas de conseils parce que j'essaie justement d'éviter toute forme de pensée normative, sachant que, comme je l'ai dit, la propagande fait partie de la vie démocratique. Donc personne ne pourra vous dire un jour comment échapper à la propagande. C'est pas possible. Ou à la manipulation. Mais l'idée, c'est, je pense, de savoir garder une bonne distance d'abord aux émotions. Ça, c'est très important parce que dans les stratégies manipulatoires, les stratégies d'influence, vous avez clairement, vous avez toujours les trois pôles définis par les Grecs, hein, ethos, pathos et logos, d'accord ? C'est-à-dire, l'éthique, c'est ce que j'estime bon pour les autres et dans quel sens j'ai envie de les emmener. Et puis après, vous avez le logos. Donc le logos, c'est ce qu'on va appeler c'est toute forme d'influence fondée sur la rationalité. Donc c'est ce qu'on appelle la conviction. Alors que le pathos, c'est l'émotion, d'accord ? Et c'est la persuasion. Donc vous avez toujours deux routes, en fait, qui vont structurer une stratégie d'influence. Une route qui est plutôt cognitive et rationnelle, et une route qui est plutôt une route émotionnelle. Bon. Et évidemment, on sait que plus on s'écarte du rationnel, plus on est livré à des logiques manipulatoires. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer quand même de rationaliser ce qu'on pense. Et donc en essayant de s'appuyer sur des faits, et donc sur des preuves, si on en a. C'est pas toujours évident. On voit bien, par exemple, je prends un exemple dans les comportements d'achat. L'objectif de beaucoup de commerçants, c'est d'accélérer le processus d'achat. Il y a une très bonne thèse, d'ailleurs, qui a été présentée par une étudiante là, il y a quelques mois sur la rareté organisée en marketing. Comment est-ce qu'on va justement créer cette rareté pour obliger les gens à prendre des décisions plus rapidement, sachant que plus on prend des décisions rapidement, plus on s'appuie sur les émotions. Mais si vous avez un coup de cœur pour une petite jupe bleue chez un acteur de la fashion, on ne va même pas dire fast fashion, il est sûr que dans 85% des cas, si vous dites « je vais attendre jusqu'à demain matin avant de prendre ma décision », vous ne l'achèterez pas. Donc l'objectif du système, c'est de faire acheter maintenant, c'est-à-dire c'est de faire prédominer la pulsion. Et donc la pulsion, on sait que ça peut avoir des effets dévastateurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il faut se méfier de ça. Donc de tout ce qui est dans le domaine de l'accélération. L'accélération, ça c'est Hartmut Rosa, le sociologue allemand qui a travaillé sur l'accélération.
il a très bien montré que la généralisation de l'accélération, ça ne crée que de la violence sociale. Donc il faut ralentir, ralentir, ralentir. Prendre le temps de penser. Et se dire que... donc les deux lectures que je recommande, hein, vous l'avez compris, c'est La Boétie, le traité de la servitude volontaire, et deux, Edouard Bernays, Propaganda. Et là, vous avez des bonnes armes, à mon avis. Encore une question, Théophane ? Ce serait une dernière question de plus actualité. Ici, je ne cherche nullement à formuler un avis politique ou quoi que ce soit. Oui. Mais quand, par exemple, on regarde la guerre en Ukraine et que on voit aujourd'hui, il y a de nombreux pays d'Europe, même les États-Unis, etc., qui aident justement, que ce soit financièrement ou quoi. Oui. Que pensez-vous quand même Est-ce que selon vous, les gouvernements qui font croire à la population des autres pays européens qu'aider les Ukrainiens, c'est la meilleure solution, que partir en guerre, c'est la meilleure solution? Est-ce que vous pensez que selon vous, c'est de la manipulation? Bien sûr, c'est de la manipulation. Mais encore une fois, pour moi, le terme manipulation n'est pas connoté, c'est pas péjoratif, c'est juste une observation que oui, on emmène des populations pour penser dans un certain sens. Et pourquoi ? Parce qu'il faut les faire penser dans ce sens-là, parce que si on veut aider l'Ukraine et que les États-Unis se désengagent, il faut un sacrifice. Et donc, pour que les gens acceptent le sacrifice, il faut préparer le terrain. C'est tout le problème de... il y a un très beau livre là-dessus, c'est l'histoire de l'impôt. Comment on a pu imposer historiquement à des individus de payer des impôts. C'était pas évident à l'origine. C'était pas du tout évident. Et donc, on voit bien que le grand jeu des milliardaires, c'est d'échapper à l'impôt. Donc, on voit bien que quand les gens ont les moyens d'échapper à l'impôt, généralement, ils vont le faire. Donc, oui, il faut préparer à toute forme de sacrifice. L'être humain n'est pas sacrificiel par nature. Si on lui demande un sacrifice, il faut que ça ait un sens pour lui. Donc, ce sens, il faut le préparer en amont. Donc, il faut labourer le terrain. Forcément. Est-ce que la morale ne vise pas à manipuler les gens? Ah si, bien sûr. Oui, mais la morale, en fait, donc c'est la question du bien et du mal. C'est effectivement le grand système de manipulation des systèmes religieux et des systèmes politiques, et de contrôle et de gouvernement des âmes, bien sûr. En disant, parce qu'une religion a toujours une dimension prescriptive, et donc du coup, c'est d'orienter à la fois les jugements, la pensée et les comportements. Donc oui, la morale, c'est une forme ultime de manipulation. Et donc, c'est pour ça que il faut toujours se poser la question, finalement, de comment s'orienter par rapport à cette question du bien et du mal. Et que pour moi, c'est pour ça que l'éthique, qui est la question du bon et qui est personnelle, une éthique, c'est personnel, c'est ce que j'estime, moi, bon, pour autrui et pour moi et pour la société. Et donc, ça, c'est pas discutable. Après, on peut comment dire, c'est pas opposable au sens qu'on peut discuter des éthiques, alors que la morale, finalement, elle se discute pas, puisque c'est une norme imposée par un groupe social. Mais oui, c'est évidemment un outil majeur de manipulation, bien sûr. Est-ce que l'Église manipule tous les chrétiens en faisant croire qu'au paradis, en leur faisant payer la quête, est-ce qu'ils manipulent les chrétiens? C'est pas la quête qui manipule, c'est que l'Église... Bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais il y a un très beau livre, je sais pas si on l'a à la bibliothèque, mais il faudra le commander. C'est un livre qui s'appelle « Jésus lave plus blanc ». Bruno Ballardini, « Jésus lave plus blanc ». C'est traduit de l'italien. Et en fait, c'est un publicitaire italien qui est un grand spécialiste de l'histoire de l'Église, qui a montré que c'est l'Église en fait qui avait institué les pratiques marketing, avec le logo, la promesse, l'échantillonnage, la communion, enfin tous ces dispositifs qu'on enseigne aujourd'hui comme étant du marketing, en fait, existaient déjà à l'époque et ont permis justement à ce qu'il appelle la grande multinationale d'exister pendant 2000 ans. C'est la seule, qui est survécu à tous ces siècles. Et donc, oui, bien sûr, on est dans un système de manipulation. Et quand à un moment, il y a des problèmes de trésorerie, on va identifier, par exemple, un moyen, c'est les indulgences. De dire, finalement, si tu veux réserver une classe place business, il faut que tu donnes un peu des écus, etc.
Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, c'est juste une observation sur le fait que c'est là la force du marketing, c'est que le marketing existe bien avant le management, bien avant tout un tas de disciplines qu'on enseigne dans les business schools, et il vient de très 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 loin. Et évidemment, le premier marché, ça a été le marché des dieux et des religions, évidemment. Et donc ça s'est structuré autour de ça. Donc oui, pour répondre à ta question Arthur, nous sommes dans un régime de manipulation. D'ailleurs, la propagande a été, c'est une notion qui a été créée par l'Église, hein, c'est un lieu physique d'où partaient des personnes qui allaient évangéliser aux quatre coins du monde. Et propagande, ça vient d'où? Ça vient de quel mot? Propager, propagation. Donc il fallait propager la bonne parole avec des missionnaires, etc., etc. C'est pour ça que quand vous arrivez en Corée, ce qui frappe, c'est de voir des temples protestants, des églises catholiques. On se dit, ah non, ils sont tous sur des religions type taoïsme, shintoïsme. Non, non, il y a beaucoup de catholiques, de protestants, etc., etc. Donc oui, le faire croire, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans croire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir des logiques de manipulation. Parce que si on sort d'un régime de croyance, on tombe dans le cynisme. Et là, il n'y a rien de pire que le cynisme. Ne croire en rien, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Parce que si la vie n'a plus de sens, à quoi bon vivre? Donc il faut toujours se persuader que la vie a du sens, que notre vie a du sens. Et pour moi, la notion clé là-dedans, c'est l'utilité. C'est-à-dire, quelle est l'utilité de ce que je dis, de ce que je fais, etc. Ou de ce que je ne fais pas. Voilà, et donc ça, c'est la résistance du bullshit, quoi. C'est le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer dans certains univers. Il faut se battre contre l'insignifiance, contre le baratin. Le baratin, c'est ce qu'il y a de pire. Bah oui. On est d'accord, je pense. Oui. On est d'accord. Vous en pensez? Je suis d'accord. Sans vous influencer. Non, hein. non. Moi, j'ai plus d'autres questions. Non, je suis d'accord avec vous, c'est très clair. Oui, Yann. Alors Yann est notre autre délégué du master. Merci. Voilà. Alors on parlait d'actualité, notamment avec Trump et Poutine. Oui. Selon vous, est-ce que les individus sont plus manipulables aujourd'hui ou avant? Cette question, surtout par rapport à la désinformation. Oui. En fait, on avait un peu abordé ces questions tout à l'heure, mais il me semble que oui, parce qu'il y a une multiplication des médias, et puis surtout, il y a un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle connivence entre le monde politique et le monde médiatique qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et donc, en ce sens, oui, les médias, on est plus exposé à des messages médiatiques et qui sont contrôlés par des gens qui ont de très fortes idéologies. Et donc, oui, ça c'est le vrai danger. Donc ça veut dire que là, la réponse, c'est la séparation des pouvoirs, encore une fois. C'est absolument anormal que dans un pays comme la France ou qu'aux États-Unis, des millionnaires ou des milliardaires possèdent des médias. Ça ne devrait pas arriver. Voilà. Mais donc ça, on consent à ça, finalement. On dit, non, finalement, à force de ne pas résister, on accepte. Et ça c'est un problème. C'est un problème. Sachant que, comme vous le savez, le principal biais qui nous oriente, c'est le biais de confirmation. L'être humain va avoir tendance à chercher des informations qui confortent ce qu'il croyait déjà. Et donc, pour sortir de ça, il faut du courage. C'est pas facile. C'est ce qu'on essaye d'apprendre à l'ESCP. Courage de résister à la pensée dominante. Ça, c'est pour dire qu'il reste 5 minutes, non? Que je dois me taire? Non, je croyais que... non, j'ai pas mis de réveil. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, donc moi, je voulais remercier Béatrice pour son invitation. Merci beaucoup. Mais, et je voulais d'abord demander à Théoxane si tu avais encore une question. Non, elle a dit que c'était bon. C'est pour ça que je me suis permis. Et merci Théoxane. Moi, je te remercie, Benoît. Théoxane, je vous remercie aussi. Oui. Merci d'avoir accepté, parce que c'est pas un exercice facile. Et vous l'avez très bien réussi. Très bien. Parfait. Et vous avez animé la table ronde de façon très professionnelle. Très bien. C'est prometteur. Voilà. L'audience, à la limite, fait plus que moi. Donc, mais non, parce que on a œuvré de concert. Vous avez impulsé les questions aussi, ainsi que Benoît, bien sûr. Voilà. Écoutez, merci pour votre participation et pour vos questions. Merci à vous. Alors, je voulais aussi remercier l'équipe d'Alexandre Balou,
et qui nous ont permis d'enregistrer cette table ronde. Vraiment merci. Et puis je voulais aussi remercier Ben Balatz, qui vient de partir là, mais qui est responsable des communications digitales au sein du département marque et communication. Et il a pris quelques photos, enfin, il a pris des photos et de courtes vidéos qui, je pense, pourront être mises sur les réseaux sociaux, notamment l'Instagram de la bibliothèque. Et ce que j'espère aussi, c'est que du coup, la vidéo enregistrée par Alexandre Balou pourra être mise sur la chaîne YouTube de l'ESCP. Donc comme ça, vous pourrez la réécouter tranquillement et voilà. Alors, je dis juste une dernière chose, c'est que pour moi, le lieu de résistance ultime de l'école, c'est la bibliothèque. Et donc, c'est quand même assez émouvant de voir qu'à l'heure du digital, il y a quand même encore des étudiants à 19h20 qui travaillent à la bibliothèque. Voilà. Donc, quand on dit les temps changent, etc., non, les temps ne changent pas. Le livre reste incontournable et on est tous dans l'étude en train de réfléchir, quoi. Voilà. Nous sommes un bastion de résistance. Voilà, alors, sinon, je voulais juste vous dire que nous avons mis sur cette table-là des livres de Benoît Heilbronn, notamment « Peut-on consommer mieux ?», « Ce que nous cache le mythe du pouvoir d'achat », etc., etc. Ils sont tous empruntables. Voilà. Eh bien, merci encore à vous tous. Merci à vous. Bravo. Merci.